L'industrie automobile mondiale traverse une crise d'une ampleur historique. Mais ce qui se joue aujourd'hui dépasse de loin les simples fluctuations économiques habituelles. Derrière les communiqués rassurants des constructeurs et les discours optimistes de Bruxelles sur la transition électrique, une hécatombe industrielle sans précédent se dessine. 9 acteurs majeurs de l'écosystème électrique ne passera pas l'année 2026, victime d'une accumulation de problèmes que les décideurs européens ont gravement sous-estimés. Cette implosion n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte directement des choix idéologiques imposés par l'Union européenne, qui a sacrifié notre souveraineté industrielle sur l'autel d'une transition électrique précipitée et mal maîtrisée. Les quotas CO2 draconiens de 93,6 grammes par kilomètre dès 2025 et 0 en 2035, combinés au retrait brutal des subventions publiques, créent une tempête parfaite qui emporte les plus fragiles et enrichit nos concurrents asiatiques. Examinons cette hécatombe industrielle cas par cas pour comprendre comment l'Europe a bradé son avenir automobile au profit de Pékin et de Séoul. Chaque faillite raconte la même histoire tragique de l'aveuglement technologique face à la réalité industrielle. Le cas Fisker illustre parfaitement les dérives d'une industrie électrique construite sur du sable. Cette marque californienne, portée par l'enthousiasme irrationnel des investisseurs pour tout ce qui touche aux véhicules électriques, s'est effondrée en quelques mois. Du jour au lendemain, 40 000 familles découvrent que leur voiture de 57 000 livres ne vaut plus rien. Impossible de la réparer, impossible de la revendre, impossible même de la faire fonctionner correctement. L'Océan, pourtant vanté pour son design avant-gardiste et ses 560 chevaux en version bimoteur, s'est révélé être un concentré de tous les maux du véhicule électrique moderne. Batterie CATL capricieuse, système d'aide à la conduite instable et surtout, une dépendance totale au serveur de la marque pour les fonctionnalités essentielles. Quand Fisker a coulé, les véhicules sont devenus inutilisables du jour au lendemain. Contrairement aux véhicules thermiques traditionnels, qu'un mécanicien compétent peut réparer pendant des décennies, ces iPads sur roues deviennent de la ferraille dès que leur constructeur disparaît. En Grande-Bretagne, des océans neufs sont abandonnés dans la rue et bradés aux enchères pour 10 à 15 000 livres, au lieu des 57 000 livres du prix d'origine. L'arrogance de Fisker a atteint des sommets inédits quand la marque a tenté d'obliger ses clients à payer la main-d'œuvre pour les rappels obligatoires, une pratique illégale qui a nécessité l'intervention des autorités fédérales américaines. Cette dérive commerciale illustre parfaitement la mentalité prédatrice d'une industrie électrique qui considère ses clients comme des pigeons plutôt que comme des partenaires. Nikola Corporation incarnait le summum de l'hypocrisie écologique moderne. Avec des camions électriques et hydrogène présentés comme l'avenir du transport lourd, financés par des milliards de dollars publics et privés, ces véhicules se révèlent incapables de fonctionner dans le monde réel. Le trait BEV, avec ses 730 kWh de batterie, devait révolutionner le transport routier. Au lieu de cela, il a été rappelé massivement pour risque d'incendie, confirmant une fois de plus que l'électrification forcée des véhicules lourds relève de la pure fantaisie technique. Mais c'est sur l'hydrogène que Nikola a poussé le mensonge industriel à son paroxysme. Les camions à pile à combustible FCEV étaient censés rouler à l'hydrogène vert, cette énergie miraculeuse promise par tous les lobbyistes de Bruxelles. La réalité se révèle bien différente. L'infrastructure hydrogène demeure inexistante. Les coûts d'exploitation restent prohibitifs face au diesel traditionnel et la technologie elle-même souffre de défauts rédhibitoires en usage intensif. Avec 47 millions de dollars de trésorerie au moment du dépôt de bilan, Nikola rejoint la longue liste des startups électriques qui ont dilapidé l'argent des contribuables américains. Volta Trucks, spécialisé dans les camions électriques urbains, a connu non pas une, mais 2 faillites successives, un record qui en dit long sur la gabegie financière de cette transition électrique forcée. Le Volta Zero, camion de 16 à 18 tonnes, destiné à la livraison urbaine, incarnait tous les défauts de l'électrification industrielle précipitée. Dépendance totale aux fournisseurs de batteries externes, maturité technologique insuffisante, poids excessif, réduisant la charge utile, et surtout, coût d'exploitation incompatible avec la réalité économique du transport de marchandises. Après une première faillite en octobre 2023, Volta avait été reprise par un créancier optimiste qui croyait encore au miracle électrique. 16 mois plus tard, en mai 2025, nouvelle insolvabilité, nouvelle liquidation, nouveau licenciement massif. 600 emplois au Royaume-Uni sont directement touchés,
sans compter l'écosystème de sous-traitants qui avaient investi dans cette chimère. 600 familles britanniques se retrouvent au chômage pour avoir cru aux promesses vertes de leurs dirigeants. Cette double faillite révèle un problème structurel que Bruxelles refuse d'admettre. L'électrification du transport professionnel ne répond à aucune demande réelle du marché. Elle résulte uniquement des contraintes réglementaires imposées par des bureaucrates déconnectés des réalités industrielles, qui obligent les entreprises à investir dans des technologies immatures au détriment de solutions éprouvées. En France, les quelques pilotes Volta Zéro menés dans certaines métropoles n'ont jamais débouché sur des commandes pérennes. Les transporteurs français, pragmatiques, préfèrent leur diesel fiable aux gadgets électriques capricieux qui immobilisent les véhicules au moindre dysfonctionnement électronique. Britishvolt devait incarner la renaissance industrielle britannique post-Brexit. Cette gigafactory de batteries, promise pour produire 30 à 38 gigawattheures de cellules NMC par an, était censée réduire la dépendance européenne aux batteries asiatiques. Au lieu de cela, elle est devenue le symbole de l'amateurisme occidental face à la puissance industrielle chinoise. Malgré plus de 100 millions de livres de promesses d'aide publique et des centaines de millions levés auprès d'investisseurs privés, Britishvolt n'a jamais produit la moindre cellule en série. L'entreprise s'est enlisée dans des dépassements de coûts pharaoniques, des retards de construction interminables et une incapacité chronique à maîtriser les processus industriels complexes de fabrication de batteries. La dissolution de la société en janvier 2023, avec 300 salariés licenciés du jour au lendemain, a révélé l'ampleur de la débâcle. Cette faillite illustre parfaitement l'erreur stratégique européenne. Pendant que les décideurs multipliaient les annonces tonitruantes sur l'indépendance technologique, les Chinois de CATL et BYD investissaient massivement dans l'industrialisation et la montée en compétences. Résultat, ils contrôlent aujourd'hui 70% du marché mondial des batteries, pendant que l'Europe collectionne les échecs industriels. L'impact français de cette faillite est indirect, mais réel, car elle accroît notre dépendance aux importations asiatiques et fragilise l'ensemble de la filière électrique européenne. Chaque gigafactory européenne qui ferme enrichit un peu plus nos concurrents chinois et coréens. Northvolt représentait l'espoir de Bruxelles de créer un champion européen des batteries, capable de rivaliser avec les géants asiatiques. Fondée en 2016 par d'anciens dirigeants de Tesla, cette entreprise suédoise avait levé 15 milliards de dollars et signé des contrats pour 50 milliards de dollars avec les constructeurs automobiles européens. La réalité s'est révélée bien différente. Malgré des investissements colossaux et le soutien inconditionnel des institutions européennes, Northvolt n'a jamais réussi à maîtriser les processus industriels complexes de fabrication de batteries à grande échelle. Les rendements sont restés insuffisants, la qualité inégale et les coûts bien supérieurs aux standards asiatiques. Le dépôt de bilan du 12 mars 2025, avec une dette de 8 milliards d'euros pour seulement 30 millions d'euros de réserves, a sonné le glas des ambitions européennes dans les batteries. 5000 emplois supprimés, des contrats annulés en série avec BMW et Volvo, et des actifs revendus à la découpe à des concurrents américains, comme Lyten. Cette faillite révèle l'ampleur de l'erreur stratégique européenne. Au lieu de protéger et développer nos technologies existantes, comme le diesel propre, l'hybridation pragmatique ou les carburants de synthèse, les autorités européennes ont misé l'avenir industriel du continent sur une technologie immature dominée par la Chine. CATL et BYD proposent des batteries 40 à 60% moins chères que les européennes, avec une qualité supérieure et des délais de livraison respectés. Face à cette concurrence impitoyable, construite sur des décennies d'investissements industriels et des coûts de main-d'œuvre imbattables, les startups européennes n'avaient aucune chance. La France paie directement le prix de cet échec. Nos constructeurs nationaux dépendent désormais entièrement des batteries chinoises pour leurs véhicules électriques, transférant des milliards d'euros vers l'Asie au lieu de développer notre tissu industriel national. Proterra incarnait l'électrification des transports urbains. Cette entreprise américaine, soutenue par des contrats publics généreux, s'est effondrée face à la réalité implacable des coûts d'exploitation et de la fiabilité. Les bus électriques Proterra souffraient des mêmes maux que l'ensemble de la filière. Poids excessif, réduisant la capacité passager, autonomie insuffisante, nécessitant des recharges fréquentes, et surtout, pannes électroniques chroniques,
immobilisant les véhicules. Les exploitants de réseaux de transport ont rapidement compris que ces bus coûtaient bien plus cher à l'usage que les diesels traditionnels, malgré les subventions publiques massives. Le Chapter 11, déposé en août 2023, a entraîné le démantèlement de l'entreprise. Les packs batteries ont été vendus à Volvo, l'activité bus reprise par Phoenix et l'expertise dispersée aux 4 vents. Cette liquidation par morceaux illustre parfaitement l'instabilité structurelle d'une industrie électrique construite sur des subventions plutôt que sur une demande réelle. En France, l'impact de cette faillite reste marginal, mais elle préfigure les difficultés que rencontrera nos propres projets d'électrification des transports publics. Les opérateurs français commencent à exprimer leur réticence face aux surcoûts et aux contraintes techniques des bus électriques, préférant la fiabilité éprouvée des motorisations diesel Euro 6. WM Motor représentait l'une des nombreuses startups chinoises qui devaient profiter de l'explosion du marché électrique local. Avec ses modèles EX5 et W6, cette entreprise pékinoise avait levé des milliards de yuan auprès d'investisseurs convaincus que la Chine offrait un marché infini aux véhicules électriques. La réalité du marché chinois s'est révélée bien plus brutale. Face à BYD, qui écrase la concurrence avec ses prix imbattables et sa maîtrise industrielle, WM Motor n'avait aucun avantage concurrentiel distinctif. L'entreprise s'est enlisée dans des problèmes d'approvisionnement, des pertes chroniques et une guerre des prix impitoyable qui a éliminé les acteurs les plus fragiles. La faillite déposée à Shanghai en octobre 2023 a sonné la fin d'une aventure industrielle qui aura dilapidé des milliards sans créer de valeur durable. Cette disparition illustre parfaitement la réalité du marché électrique chinois, où seuls les champions nationaux, comme BYD et CATL, soutenus par l'État et bénéficiant d'économies d'échelle massives, peuvent survivre dans cet environnement ultra concurrentiel. Pour l'Europe, cette faillite confirme l'impossibilité de concurrencer les Chinois sur leur propre terrain. Nos constructeurs, qui s'aventurent en Chine avec leurs véhicules électriques, subissent des déroutes comparables. Volkswagen perd 9,5% de part de marché, Audi 12%, Porsche 33%. L'industrie européenne fait figure d'amateur. Singulato Motors illustre parfaitement les dérives spéculatives de l'industrie électrique chinoise. Cette start-up de Pékin avait levé 2,3 milliards de dollars auprès d'investisseurs internationaux pour développer son SUV électrique IS6, présenté comme révolutionnaire. La réalité s'est révélée bien différente. Malgré des années de développement et des investissements pharaoniques, Singulato n'a jamais réussi à industrialiser le moindre véhicule en série. L'entreprise s'est contentée de produire quelques prototypes coûteux sans jamais maîtriser les processus de production de masse indispensables à la rentabilité. La liquidation prononcée en juin 2023 a révélé l'ampleur de la gabegie financière, avec des milliards dilapidés pour un résultat industriel nul. Cette débâcle confirme que l'industrie électrique attire les capitaux spéculatifs plutôt que les investissements industriels sérieux créant des bulles financières sans substance technique. NEVS, National Electric Vehicle Sweden, devait ressusciter la marque Saab sous forme électrique. Repreneuse des actifs de la marque suédoise Mythic, cette entreprise sino-suédoise promettait de redonner vie aux lignes de production de Trollhättan avec des véhicules électriques basés sur la plateforme 9-3. L'aventure a tourné au fiasco industriel. Malgré le soutien initial du conglomérat chinois Evergrande et des aides publiques suédoises, NEVS n'a jamais réussi à produire des véhicules électriques viables commercialement. La plateforme Saab, vieillissante, se révélait inadaptée à l'électrification moderne et l'entreprise manquait des compétences techniques nécessaires au développement de nouvelles motorisations. L'effondrement d'Evergrande en Chine a porté le coup de grâce à NEVS. L'entreprise a licencié 320 salariés sur 340 en mars 2023, ne conservant qu'un noyau de 23 personnes en mode survie. Cette hibernation forcée sonne probablement le glas définitif des ambitions électriques de la marque. Cette agonie industrielle illustre parfaitement l'impossibilité de ressusciter des marques automobiles avec l'électrique. Le diesel, diabolisé par les lobbies verts, connaît une revalorisation discrète mais réelle sur le marché de l'occasion. Les professionnels retrouvent les vertus de ces motorisations robustes, économiques et dont l'entretien ne dépend pas de serveurs informatiques capricieux. L'industrie automobile traverse une crise existentielle,
provoquées par l'aveuglement idéologique des élites européennes. Ces 9 faillites ne représentent que la partie visible d'un iceberg industriel qui menace l'ensemble de notre souveraineté technologique. Combien d'autres faillites faudra-t-il pour que les dirigeants ouvrent enfin les yeux ? Pendant que les décideurs sacrifient notre industrie automobile sur l'autel de transition électrique imposé par Bruxelles, les Chinois construisent méthodiquement leur domination mondiale. La solution existe pourtant, en retrouvant notre indépendance technologique, en développant nos propres solutions, comme le diesel propre, l'hybridation pragmatique, les carburants de synthèse et surtout la liberté de choix pour les consommateurs. Mais cela nécessiterait de rompre avec les dogmes européens et de redonner la priorité à l'intérêt national français. Cette implosion industrielle n'est que le début. D'autres faillites suivra en 2026, emportant avec elle des milliers d'emplois et des milliards d'investissements. Seuls survivra les constructeurs assez pragmatiques pour résister aux sirènes électriques et assez courageux pour défendre la diversité technologique face aux diktats de Bruxelles.